BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos, donc chaque vendredi en direct sur BFM Business et sur notre chaîne YouTube, bien sûr, BFM Crypto, à retrouver tout au long du week-end. Nos NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles sont là au rendez-vous. Cette semaine, Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Bienvenue, senior manager crypto et Web3 pour KPMG. Thibaut Boutroux aussi nous accompagne depuis les bureaux de Meria. Bonjour Thibaut. Ravi aussi de vous retrouver. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actus de la semaine, extrêmement riches et nombreuses ces actualités. Mais d'abord, priorité à l'analyse technique avec ces cours de Bitcoin qui viennent flirter avec les 100 000 $. Ah, on les caresse, les 100 000, mais pour l'instant, on les touche pas complètement encore. Xavier Fenot est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé chez Interactive Trading. Alors, si vous nous suivez ce week-end en différé, peut-être aura-t-on franchi la barre des 100 000 $ à l'heure, au moment, à l'instant où vous êtes en train de nous écouter. Mais pour l'instant, ce vendredi après-midi, on est toujours très légèrement en dessous. Bon, en termes de potentiel technique, est-ce que les 100 000 $ changeraient fondamentalement la donne pour la suite, Xavier ? Oui, alors ça peut changer la donne au moins à court terme. C'est vrai qu'on dit depuis maintenant plusieurs semaines, on essaye de deviner quel sera le point haut. Et comme je dis, on va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. En fait, le plus important, c'est ce que je vous disais ici il y a 2 semaines. En fait, une fois le bull Trump qui a été déclenché, le plus important, c'est pas vraiment de savoir où le Bitcoin va s'arrêter, parce que personne ne le sait, mais c'est plutôt de construire des étages progressivement, en fait, pour rendre plus solide cette hausse. Alors, le Bitcoin l'a fait d'ailleurs pendant une semaine autour des 88 000, 89 000 $ avant de repartir. Alors, il faut savoir que le Bitcoin, c'est le plus costaud de tous. Alors, on a quelques exceptions près. Je pense par exemple à Solana, qui a été un bon cru en 2024. On a eu récemment le réveil, par exemple, de Cardano ou de Ripple. Alors, c'est vrai, oui, tous les voyants sont ouverts. Même ces derniers mois, dans les phases d'ailleurs de doute, on évoquait ensemble que la tendance haussière long terme ne serait même pas remise en question, même si on devait tomber à 40 000 $. Donc oui, on a toutes les raisons de rester aujourd'hui enthousiasme et d'anticiper le fait que le Bitcoin passe au-dessus des 100 000 $. Après, par contre, il y a juste un voyant, Guillaume, qui s'allume. C'est l'indicateur Fear and Greed Index. C'est l'indice de panique et d'euphorie. On y est, en fait. On est dans l'euphorie extrême. C'est vrai que les dernières fois qu'on atteignait ces niveaux d'euphorie, c'était en mars 2024. On était à 75 000 $ sur le Bitcoin. Pendant 7 mois, ensuite, il a oscillé entre 75 000 et 55 000. La fois d'avant, c'était octobre 2021. On était à 66 000 $. Il est tombé à 18 000 $ ensuite. Donc, on peut rester, oui, dans cette euphorie à court terme. On va au moins aller voir ce qui se passera une fois les 100 000 $ passés. Ça fera au moins d'ailleurs la une de tous les articles de presse. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra se poser des questions. Donc le plus important, en tout cas à court terme, c'est vraiment de mettre de côté l'appât du gain. C'est de penser qu'au processus, au plan d'intervention. Alors ça dépend bien évidemment de chaque profil. J'en veux pour combien de temps, quel montant? Est-ce que j'accepte la volatilité? Si demain ça retombe à 75 000 $, est-ce que j'en voudrais un peu plus? En fait, ça c'est des questions qu'on se pose peut-être un petit peu trop souvent après être entré sur le marché ou être sorti. Alors sinon, techniquement, en tout cas à court terme, les 2 niveaux d'alerte technique de danger, c'est 85 000 $ à court terme, 75 000 $ à moyen terme. Tant qu'on tient ça, pour le moment, tout va bien. D'un tout petit mot, l'Ether quand même accumule du retard de plus en plus face au Bitcoin. Techniquement, il est durablement plombé désormais, l'Ether. La dominance du Bitcoin a cessé de s'accroître. Vous pensez que ça va continuer ? Alors, il y a eu un petit sursaut d'orgueil hier. Donc là aussi, il y a quelques étages pour le moment qui sont en train d'être construits. C'est vrai qu'il a toujours du retard. Finalement, on est au même niveau qu'au mois de mars, contrairement au Bitcoin qui est beaucoup plus haut. J'ai toujours quand même l'espoir de voir les 3600, voire les 3900 $ en cible. Mais c'est vrai que sur l'Ether, je préfère de mon côté plutôt acheter les replis qu'après 10% de hausse comme hier. Donc pour le moment, en tout cas, l'Ether, ça revient un petit peu plus positif à court terme tant qu'il tiendra les 2800 $, même si effectivement il reste toujours plus faible que le Bitcoin. Xavier Fenot, merci beaucoup Xavier. Alors du coup, si le Bitcoin franchissait les 100 000 $, c'est à la une des questions qu'on va se poser dans ce nouveau numéro des pros des cryptos. S'il franchissait les 100 000 $, qu'est-ce que ça changerait peut-être aussi d'un point de vue fondamental? Nos pros des cryptos vont nous apporter leur vision. Les entreprises semblent elles de plus en plus gourmandes de crypto, en tout cas curieuses. Elles s'y intéressent peut-être de plus en plus. On a des chiffres, Thibaut nous les apportera d'ailleurs. Thibaut depuis Meria, effectivement. Puis on voit aux États-Unis toujours des opérations assez spectaculaires. On vous fera part justement des derniers détails quant à l'intérêt du monde de l'entreprise vis-à-vis des cryptos. Et puis les États s'y intéressent fortement, en tout cas les États-Unis de plus en plus. Faut-il souhaiter d'ailleurs que les gouvernements, que les États détiennent eux-mêmes des cryptos? On irait vers un Bitcoin Act, à savoir peut-être une réserve stratégique de Bitcoin du côté des États-Unis. Oui, mais c'est pas du goût de tout le monde. Et notamment le président argentin Javier Milei a expliqué cette semaine qu'il ne serait sans doute pas très bon ni sain de voir les États commencer à détenir eux-mêmes des cryptos.
On essaiera de comprendre également les enjeux. Puis bien sûr, on vous fera part des derniers développements. Gary Gensler qui s'en va, qui démissionne. Qui pour prendre le poste 100% crypto annoncé pour la Maison Blanche. Et ce Bitcoin Act, à quoi va-t-il ressembler? On va décortiquer tout cela au cœur des pros des cryptos. Votre épisode hebdomadaire, votre machine à concentrer l'essentiel s'enclenche. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Stanislas Barthélémy nous rejoint. Il est avec nous cette semaine. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Et donc Thibaut également avec nous, Thibaut Boutroux depuis les bureaux de Merias. Salut Thibaut. Messieurs, on vous espère aussi en forme que le Bitcoin, proche des 100 000 $. Le Bitcoin est peut-être même, si vous nous suivez en différé ce week-end, l'aura-t-il franchi? Bon, bref, est-ce que cette barre des 100 000 $ changera le destin? C'est peut-être un grand mot, Thibaut, mais oui, voilà, cette barre des 100 000 $, est-ce qu'elle pourrait changer la suite, changer la donne? Enfin, est-ce qu'on imagine des impacts possibles du franchissement des 100 000? En tout cas, elle est extrêmement symbolique et c'est un palier psychologique qui est important. D'ailleurs, je pensais qu'on aurait beaucoup plus de difficultés à s'en rapprocher. Je pensais que le mur entre 95 et 100 serait beaucoup plus compliqué à rompre. Finalement, on se rend compte que ça s'est fait en quelques jours. Je pense que quand on va passer les 100, on rentre dans une zone un petit peu particulière de Discovery Price où on peut avoir à la fois une euphorie qui nous emmène extrêmement loin et extrêmement fort. Et là, du coup, on s'expose aussi à un risque de correction extrêmement violente, surtout qu'on va avoir aussi tout un battement médiatique. Une fois que Bitcoin va passer les 100 000, ça va forcément être traité un petit peu partout. Donc, on va avoir des projecteurs qui sont mis par-dessus les projecteurs. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant sur ce qui se passe juste après. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont là depuis un certain temps, ça fait quand même très très plaisir. Effectivement, bien sûr, des projecteurs par-dessus les projecteurs. Vous connaissez l'adage, attention, ce qui éblouit parfois aussi aveugle. Stanislas, pour vous, que changerait le franchissement des 100 000 $ sur le Bitcoin? C'est juste une perspective, un cap psychologique, comme le disait très bien Thibaut. Après, ça ne change rien quand on raisonne sur la valorisation, la market cap de Bitcoin. En soi, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment un cap de prix comme les 150 ou les 200 000 pourraient l'être à terme. Mais attention à l'euphorie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on parlera peut-être, les médias mainstream, on va dire, parleront encore plus sans doute du Bitcoin, ce qui attirera encore peut-être un peu plus d'euphorie, mais aussi peut-être la curiosité d'un certain nombre d'acteurs économiques et donc aussi un flux peut-être structurel et durable pour l'avenir. Enfin, il y a aussi le côté positif des choses malgré tout. C'est plus le développement des produits type ETF ou options ETF qu'on va évoquer après, mais ce qui est sûr, c'est que le retail et le public est revenu. Un bon indicateur pour mesurer ça, c'est le classement de Coinbase dans les apps. Dans le classement des apps sur Apple et Android, et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont premiers. Et donc, le retail est de retour. L'Allemagne a vendu il y a quelques mois, c'était l'été dernier, des bitcoins à hauteur de 3 milliards d'euros. Ils ont vendu l'été dernier des bitcoins à hauteur de 3 milliards d'euros. Ils les ont vendus un petit peu trop tôt. Ça rappelle un peu l'histoire du vendeur de pizza, vous savez, dans les tout premiers mois de bitcoin. Est-ce que le nouveau pizzaiolo, c'est pas l'Allemagne là, qui s'est peut-être trompé en vendant trop vite ses bitcoins? Manque à gagner de 2,5 milliards. Oui, quand même. Après, ils ont 7 heures que les sénateurs nous demandent de travailler d'ailleurs. Oui, mais les Allemands, la différence avec nous, c'est qu'ils ont des finances publiques saines. Ils n'en avaient peut-être pas complètement besoin. Mais enfin, quand même, 2,5 milliards, on passe pas à côté. Bon, on voit les records, en tout cas, des cryptos, du Bitcoin. Mais nous, ici, dans les pros des cryptos, chaque semaine, on garde les pieds sur terre et on regarde les choses effectivement concrètes. Cette fameuse institutionnalisation qui avance. Et on va peut-être vers un soutien de plus pour le Bitcoin. BlackRock propose, Stanislas, des options sur le Bitcoin et Grayscale souhaite aussi désormais en proposer. Quand on prend un pas de recul et qu'on analyse les marchés financiers, on constate assez aisément que l'ordre de grandeur des volumes sur les marchés d'options sont plus importants que sur les marchés spot. Et donc c'est tout le lot de BlackRock qui avait déjà obtenu l'autorisation en septembre dernier de la SEC de lancer ce produit d'options au-dessus de leur ETF. On voit que le volume est là, que ça fonctionne, qu'il y a de la demande. Et comme cet ordre de grandeur est toujours plus important pour les options, ça permet d'attirer de plus en plus de liquidités. Et qui dit plus de liquidités dit plus d'investisseurs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que plus on va loin dans cette... on va dire dans ce caractère mainstream des produits autour de Bitcoin, plus on attire des gros poissons. Et c'est ce qui a été démontré avec les premiers volumes autour de BlackRock. Grayscale veut le faire et à terme, les autres émetteurs d'ETF le voudront aussi. Donc ça participe à l'institutionnalisation. Alors on continue d'anticiper l'avenir et attendez juste une seconde. Notre réalisateur Chris en régie veut réagir. Chris ? Oui. Vous êtes encore en train de vous demander jusqu'où montrer le Bitcoin. Bon, mais ça, personne ne le sait. La question, c'est pas plutôt de savoir quelle est sa vraie valeur? Est-ce qu'il y a des outils pour l'estimer? Estimer la vraie valeur du Bitcoin. Thibaut, est-ce qu'on connaît la valeur intrinsèque du Bitcoin, sa juste valeur, comme on dit? Est-ce qu'il y a des outils pour mesurer justement cette juste valeur du Bitcoin? Thibaut? En fait,
on sait précisément combien ça vaut un bitcoin. Et il y a une phrase qui est connue chez les bitcoiners qu'ils aiment répéter. Un bitcoin vaut et vaudra toujours un bitcoin. Finalement, c'est aussi simple que ça. Après, là où ça se complique, c'est quand on essaye de le rattacher par rapport à de l'euro ou du dollar, où là, effectivement, la formule, elle est un petit peu compliquée. Et là où on se prend un peu les pieds dans le tapis, c'est qu'on a tendance à vouloir lui attribuer une grille de lecture qui est plutôt une grille de lecture appropriée à l'économie, on va dire, dite traditionnelle. Et donc, forcément, Bitcoin coche pas forcément toutes les cases et donc ça fonctionne pas. C'est un petit peu comme si quand on essaye aujourd'hui d'estimer la valorisation des entreprises qui travaillent sur l'IA, on a tellement peu de référentiels et on maîtrise tellement peu le potentiel de la technologie que forcément notre raisonnement il va être un petit peu erroné et on n'aura pas toute la bonne grille de lecture. Aujourd'hui, le prix de Bitcoin, si on le veut en euros ou en dollars, il est régi par une seule chose, c'est l'offre et la demande. Donc, quand Bitcoin vaut 100 000 $, ça veut dire qu'on a d'un côté des vendeurs et de l'autre côté des acheteurs qui sont prêts à s'entendre sur un prix à 100 000 $, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde, tout simplement. Bon, Chris, qui est en régie, qui régulièrement participe à cette émission, c'est la libre antenne de Chris. Voilà, il se fait plaisir à chaque fois, il vous interroge directement, messieurs. N'hésite pas, Chris, à intervenir à nouveau quand tu le souhaites dans la suite de ces pros des cryptos. Il y a un groupe qui se loupe rarement, en tout cas dans ses choix stratégiques, c'est Microsoft. Microsoft dans la tech, c'est l'un des groupes les plus avancés en matière d'intelligence artificielle. Ils monétisent d'ores et déjà d'ailleurs l'intelligence artificielle chez Microsoft. Ils se lancent aussi dans le nucléaire, figurez-vous. Ils vont relancer 2 centrales nucléaires aux États-Unis pour produire de l'électricité, parce que l'IA a besoin d'électricité. Oui, Microsoft, producteur d'électricité, vous avez bien entendu. Et peut-être bientôt à suivre, Microsoft dans les cryptos. Michael Saylor de MicroStrategy espère convaincre le management de Microsoft d'acheter des cryptos et de s'y lancer. Ce sera passionnant à suivre en l'occurrence, Stanislas. Il y a quand même un biais qu'il ne faut pas avoir quand on est dans un moment d'euphorie comme ça, c'est de tout surinterpréter. Et l'histoire de ce pitch que va faire Michael Saylor au board de Microsoft est quand même assez intéressante. Quand on analyse le traitement de cette information, c'est qu'on retrouve dans les papiers de la SEC, dans des notices, qu'il y aura à l'ordre du jour une notion, et en l'occurrence une demande qui a été faite par un fonds activiste, et j'en dirai un mot après, de traiter le sujet de Bitcoin sur la trésorerie des entreprises. Pourquoi ? On sort d'une période d'inflation, ce qui fait que tous les montagnes de cash qu'avaient certaines entreprises, elles se sont un peu dévalorisées du fait de cette inflation. Il fallait donc se porter vers certains actifs, comprendre Bitcoin. Dans cette notice, ce fonds activiste cite MicroStrategy en exemple. Il en résulte que MicroStrategy et que Michael Saylor ont entendu parler de cette demande faite au board de Microsoft, et donc il ira pitcher avec ce fonds activiste le board des directeurs de Microsoft, qui a déjà répondu par la négative, qu'ils avaient déjà considéré des actifs du style Bitcoin, mais d'autres pour diversifier leur trésorerie, mais qui n'avaient pas pris cette option. Donc en réalité, le taux de succès de cette information est assez faible. Et après, on voyait souvent que c'était les actionnaires qui se posaient ce type de questions et que beaucoup d'actionnaires voulaient. En réalité, pas tellement. Le fonds activiste qui a posé cette question, c'est un think tank conservateur, pourquoi pas, d'obédience politique. Mais à mon avis, ce n'est pas encore représentatif des demandes réelles des actionnaires vis-à-vis des entreprises de ce style-là. Donc il ne faut pas imaginer, à mon avis, de sitôt que Microsoft et ses 75 milliards de cash vont acheter du Bitcoin. Peut-être ça changera, mais en tout cas, ce n'est pas l'ordre du jour. Les entreprises qui investissent dans le Bitcoin, on voit que c'est pour certaines d'entre elles, pas toutes encore, loin de là, la nouvelle mode. Est-ce que ce phénomène est vraiment, Thibaut, réel, ou ce sont des cas isolés encore aujourd'hui ? C'est quand même une tendance qu'on observe sur cette année 2024 qui a tendance à s'accélérer depuis les dernières semaines. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. On a depuis quelques années des entreprises qui décident de diversifier un petit peu leur trésorerie en y mettant un peu de Bitcoin. On avait eu Tesla il y a quelques années qui avait fait beaucoup parler. Comment ne pas citer MicroStrategy, qui est un petit peu l'ambassadeur de la thématique. Stan en parlait juste avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate avoir quand même des entreprises qui sortent un petit peu du secteur tech et financier, qui se posent sur le sujet. On a 2 groupes pharmaceutiques qui détiennent du Bitcoin aux États-Unis, notamment Semer Scientific, qui en détient pour plus de 100 millions de dollars. Donc ça fait quand même des diversifications qui sont importantes. On avait une étude de River qui était sortie en août dernier, où ils estimaient qu'il y avait à peu près 3,3% des Bitcoins en circulation qui étaient détenus par des entreprises, et ils citaient des cas concrets de clients à eux qui étaient issus parfois des sociétés qui viennent du monde de l'immobilier, parfois des sociétés qui viennent de la restauration, des clubs de sport également. Donc ça montrait qu'il n'y avait pas forcément un secteur d'activité qui était plus représenté que les autres et que ça touchait tout type d'activité. En France, aujourd'hui, on a un peu plus de difficultés à avoir des chiffres parce que les entreprises communiquent rarement sur le sujet.
Moi, j'avais communiqué il y a quelques mois, à la rentrée de septembre, sur le fait qu'on avait une grosse augmentation chez Meria de comptes pro. On était à plus de 35% de comptes pro sur l'année 2024 en septembre. Là, on est quasiment à plus de 50%. Par contre, ce qu'on constate dans le persona, c'est que c'est rarement des grandes entreprises. C'est plutôt des TPE, PME, dont le gérant a généralement déjà une affinité avec le sujet crypto. Il le connaît déjà un petit peu. Il s'y est déjà essayé en perso et donc il va mettre une petite allocation, un petit excédent de trésorerie sur le sujet. Des grandes entreprises, on en a certaines qui commencent à discuter, mais le process de décision est tellement long, le risque réputationnel est encore important. Donc je pense que le sujet est de plus en plus considéré, mais de là à des passages à l'acte, il va falloir encore un petit peu de temps. Oui, en revanche, des États, on voit certains États carrément assumer de détenir des cryptos. Évidemment, on pense au Salvador, mais pas que, puisque désormais Donald Trump, futur président des États-Unis, veut doter les États-Unis d'une réserve stratégique en Bitcoin. Les Américains donc détiendraient une forme de fonds national, je ne sais pas si ce serait un fonds souverain, en tout cas un fonds stratégique en Bitcoin. Alors, est-ce que détenir des cryptos, quand on est un État, c'est bien? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Ça ferait un petit coup d'institutionnalisation en plus pour le Bitcoin et les cryptos. Mais lui pense que c'est pas terrible. Il s'appelle Javier Milei. C'est le président de l'Argentine. On le surnomme aussi le Trump de la Pampa. Et pour lui, que les cryptos appartiennent à des États, que les gouvernements achètent et détiennent donc à leur tour des cryptos, oui, ça participerait à l'institutionnalisation, mais ce ne serait pas une bonne ni une saine chose, en l'occurrence. Stanislas, vous êtes du camp de Donald Trump, qui veut une réserve stratégique en Bitcoin, ou plutôt du camp du président argentin, qui dit que ce ne serait pas très sain de voir un État détenir des cryptos? C'est difficile de se faire un avis. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des points communs entre Javier Milei et Donald Trump, le côté populiste. Mais il y a quand même des divergences et ce côté libertarien très prononcé chez le Donald Trump de la Pampa, comme on dit. Il est assez cohérent finalement. Il considère que Bitcoin est un outil de liberté. Il a une défiance ontologique vis-à-vis de l'État. Et donc il dit que l'État, en captant du Bitcoin, quelque part, ce serait une corruption de l'idéal et lancerait une sorte de jeu un peu douteux entre les États qui se feraient de la concurrence. C'est sa position à voir. Après, il est assez changeant sur Bitcoin. Donald Trump, lui, dans sa campagne, il a proposé d'une réserve stratégique, promesse qui est assez simple à réaliser quand on regarde son discours qu'il avait fait à une conférence auprès des bitcoiners américains, qui était de dire on va conserver les actifs saisis lors de cas judiciaires, et c'est ça notre réserve. Il y a un deuxième sujet, c'est notamment porté par des élus républicains, Cynthia Lummis, la sénateur de Wyoming, si je ne dis pas de bêtises, qui, elle, veut activement acheter du Bitcoin, environ, elle dit, 1 million de Bitcoin à terme sur les années qui viennent. Ça ferait au cours actuel 100 milliards de dollars en Bitcoin. Exactement, sur plusieurs années, avec des achats capés, mais ça, quand on regarde Polymarket, qui a un bon thermomètre, 40% de chances que ça passe. Je pense que ce ne sera pas la priorité première de la nouvelle administration et des nouveaux législateurs américains. Mais il y a un débat idéologique, en tout cas, entre les deux présidents, à voir ce qui va l'emporter. Ce qui est sûr, c'est que si les US se lancent là-dedans, en théorie des jeux et sur la scène géopolitique, ça va créer un appel d'air vis-à-vis d'autres États qui ne laisseront pas, ou ne laisseraient pas, du moins les Américains, avoir des réserves, comme ça arrive sur l'or ou le pétrole. Même si c'est une réserve d'une autre nature. Mais c'est intéressant parce que là, on a deux présidents d'obédience, enfin d'obédience, c'est peut-être pas le terme, mais à tendance libérale, clairement, quand même, Donald Trump et Javier Milei pour l'Argentin. Il y en a un qui veut créer sa réserve stratégique en Bitcoin et l'autre qui explique non, ça ferait du bien à personne probablement de voir les États détenir des cryptos. Intéressant de voir qu'au sein d'un même camp idéologique, en gros, schématise les choses, il puisse y avoir ce genre de débat. Alors justement, la Maison-Blanche, dans 59 jours, Donald Trump y fera son grand retour. Et on va donc vers cette administration américaine très pro-crypto, ça on le savait. Mais jusqu'à quel point Donald Trump, Thibault, envisagerait, selon Bloomberg, de créer un poste entièrement consacré aux cryptos à la Maison-Blanche? Ce serait une première. Oui. Allez-y Thibault. Oui, tout à fait. C'est une information qui est sortie cette semaine qui est assez intéressante, alors sur laquelle on n'a pas encore beaucoup de détails. La source s'est pas étayée sur le sujet, donc c'est Bloomberg qui a donné ça, mais dans les propos, c'est resté relativement vague. Donc ce serait un poste qui serait nouvellement créé au sein de la Maison-Blanche, qui aurait pour principale mission d'assurer en fait la coordination entre la Maison-Blanche, le Congrès et les deux agences que sont la SEC et la CFTC. Ça rentre dans cette optique où ils essayent de recréer un petit peu le dialogue. On a vu Donald Trump récemment rencontrer encore des acteurs de l'écosystème, Brian Song, le PDG de Coinbase cette semaine. Donc avant de pouvoir créer un cadre favorable au développement des cryptos, il va d'abord falloir
rétablir ce dialogue entre les différentes instances et les acteurs de l'écosystème. Et c'est sûr que si on a un coordinateur qui arrive à fluidifier ces échanges-là et être le point central et faire une continuité dans les échanges, ça va simplifier. On se souvient que notamment les deux agences, la SEC et la CFTC, ont été de nombreuses fois en désaccord sur le sujet crypto. Donc s'il y a un arbitre un petit peu entre les deux qui remet les objectifs régulièrement, forcément, ça va simplifier et c'est plutôt de bon augure pour l'industrie. Parmi les noms qui circulent pour prendre ce poste à la Maison-Blanche en charge des cryptos, Chris Giancarlo, son surnom CryptoDad, CryptoDaddy. Bon, on verra qui Donald Trump choisit, effectivement. Puis on a cette sénatrice très très pro-crypto, effectivement, qui elle propose d'acheter des bitcoins et de financer les achats de bitcoins par l'État américain par les ventes d'or. On vendrait de l'or du côté des États-Unis pour acheter des bitcoins et ça permettrait de faire cette fameuse réserve stratégique. Ça, c'est la stratégie que propose Cynthia Lummis. Elle est sénatrice du Wyoming. Et Gary Gensler lui dit bye bye, ciao. Il attend pas qu'on le vire, entre guillemets, pardonnez-moi cette vulgarité, cette familiarité. Gary Gensler annonce qu'il démissionne et il quittera donc ses fonctions le 20 janvier prochain, comme par hasard, le jour où Donald Trump prendra la Maison-Blanche. Il anticipe l'arrivée de Donald Trump. C'est la différence qu'il y a entre les États-Unis et la France, c'est quand il y a un nouveau président ou une alternance ou une présidente peut-être un jour, l'administration reste pour la plupart, alors qu'aux États-Unis il y a un changement, il y a une feuille de route. Et donc Gary Gensler, qui était anti-crypto, qui a quand même aussi validé les ETF Bitcoin, il faut le préciser, mais qui interprétait l'absence de loi et donc interpréter des lois anciennes pour dire la crypto rentre dans des cases, c'était un peu compliqué. Il y a une attente de cadre de la part des législateurs, ce qui devrait arriver avec la mandature Trump. C'est ça l'idée. Alors Donald Trump va-t-il doubler Elon Musk d'ailleurs dans les cryptos ? Elon Musk espérait se servir de X pour développer son service crypto. Et finalement, Trump Media, la société média de Donald Trump, étant pourparlers avancés pour acquérir une société crypto, Donald Trump ira-t-il plus vite qu'Elon Musk pour développer ses propres services ? En gros, l'élève va-t-il dépasser le maître ? Stanislas. C'est des pourparlers, à voir ce que ça va donner. L'avenir nous le dira. Oui, c'est un peu bateau, j'en conviens, mais c'est difficile d'avoir un avis là-dessus. C'est-à-dire que déjà la société cotée Donald Trump Media, c'est son fameux réseau social qui a quand même une capitalisation boursière assez importante pour assez peu de volume. Donc je suis... Donc on s'emballe pas. Exactement. Alors je vois cette question aussi d'un follower, parlez-nous davantage des altcoins. C'est Mika22 sur X qui nous dit ça. Ça tombe bien Mika. Mika22, c'est son pseudo. On va parler des altcoins. C'est la question crypto qui claque, messieurs. Chaque semaine, cette question qui fait peur. Stanislas et Thibaut, attachez votre ceinture. Voici la question. Bitcoin a quasiment 100 000 $. Et maintenant, dans quelle crypto faut-il prioritairement investir ? Les altcoins, Ether, Solana, qui est au plus haut aussi quand même Solana, ou encore et toujours Bitcoin ? Vous êtes nombreux à avoir participé, on va regarder vos réponses à vous tous dans un instant. Vous nous avez laissé aussi pour certains d'entre vous vos arguments en commentaire. Stanislas, pour vous, maintenant que Bitcoin est à quasiment 100 000 $, qu'est-ce qu'il va falloir prioriser ? Le Bitcoin. Encore ? Et pour vous Thibaut ? Pareil. Pourquoi Bitcoin, encore Bitcoin ? Ether, il y a une super blockchain derrière. Solana est au plus haut aussi et marque les esprits en ce moment. Et puis les altcoins sont très très en retard. On parle tout le temps de la saison des alts, les altcoins. Pourquoi encore Bitcoin ? Je suis d'accord, mais c'est impossible d'être un bon trader quand on n'est pas préparé à l'être. De jouer avec les leviers sur des cryptos exotiques, c'est très dangereux. Je pense qu'accumuler du Bitcoin dans le temps, même à ces niveaux de prix-là, dans une perspective long terme, est une bonne idée. J'aurais du mal à conseiller au public d'aller sur des crypto-monnaies plus exotiques où la volatilité est importante et surtout le fondamental pas certain, alors que Bitcoin a gagné. Oui, Bitcoin a gagné, mais Solana pourrait avoir son ETF. Enfin, il y a des développements à venir que Bitcoin a réussi à acquérir. Voilà. Et que les autres cryptos espèrent aussi pouvoir développer, c'est devant elles. C'est pas le moment justement de regarder un peu les autres aussi, désormais Thibaut ? En fait, c'est la formulation de la question, c'est-à-dire que si le sujet c'est les autres ou Bitcoin, naturellement la réponse est Bitcoin. Après, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas regarder les autres ? Pour le coup, je ne suis pas de cet avis et j'encourage plutôt à regarder également les autres. Après, effectivement, c'est pas la même. Ça va dépendre vraiment de l'horizon de temps du profil investisseur et de ce qu'on est prêt à faire. Il y a énormément de crypto aujourd'hui, forcément. Il y a un cas de figure qui est spécifique dans ce cycle, c'est que habituellement Bitcoin pas en premier, mais la liquidité de Bitcoin a tendance à ruisseler sur les altcoins. Aujourd'hui, étant donné que ça vient beaucoup de liquidités institutionnelles, est-ce que ça va ruisseler de la même manière ? On a beaucoup moins de... alors, on n'a jamais de certitude, mais en tout cas, on a beaucoup moins de visibilité, on va dire, sur les altcoins. Mais naturellement, il y a énormément d'altcoins qui vont performer. On en a beaucoup qui se sont réveillés encore cette semaine. Donc, il y a, d'un point de vue investissement, il y a plein de très bons coups à faire.
Mais voilà, il ne faut pas s'essayer au trading. Il faut prendre le temps de faire ses diligences. Et sur une optique de moyen long terme, c'est sûr que celui qui aujourd'hui offre le plus de visibilité, c'est Bitcoin. Merci à tous les deux. Nos pros des cryptos, c'est le vendredi. Stanislas Barthélémy pour KPMG, Thibaut Boutroux pour Meria, et donc un Bitcoin tout proche des 100 000 $. Peut-être l'a-t-il déjà franchi si vous nous suivez ce week-end, parce que les pros des cryptos sont aussi retrouvés tout au long de cette fin de journée et du week-end sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Merci messieurs. Bon week-end et bon 100 000 $, peut-être, on va voir. BFM Business, BFM Crypto, les pros.